on est réunis aujourd'hui pour la deuxième partie, donc la deuxième émission qui fait suite à la première qu'on avait fait sur le bilan et perspectives de 2019, où on a parlé du retour de la lutte de classe radicale, et on a terminé sur la démocratie comme antithèse absolue au communisme. Et donc aujourd'hui, on va développer ce qu'est le communisme. Donc, Marx parle du communisme comme le mouvement réel qui abolit les temps. Les temps étant actuellement le capitalisme. Et je voulais faire un parallèle avec ce que vous dites régulièrement, Francis, c'est que vous parlez souvent de la radicalité. Et au final, Marx, dans l'introduction à la philosophie du droit de Hegel, il parle de cette radicalité et il dit que être radical, c'est aller à la racine et que la racine des choses, c'est l'homme lui-même. Et donc, justement, au final, est-ce que le communisme, ce ne serait pas retrouver l'être en tant qu'il est la racine de toute chose et qu'il a été pollué justement par le mouvement réel de l'histoire? Alors, je pense que les auditeurs vont voir passer justement en mouvement de devenir les deux phrases synthétiques qu'on a choisies quelque part comme préambule. Une phrase de Marx dans les manuscrits de 1944 et une phrase de Bordiga de 1952. En rappelant que Bordiga, malgré toute son intelligence sur la communisation, sur le processus dialectique du devenir, était resté un indéniable crétin du point de vue du léninisme et de la révolution russe. C'est-à-dire que Bordiga a compris la communisation, mais dans ses névroses, dans son histoire, il n'a jamais été capable d'aller au bout du bout en comprenant que Lénine, c'est la contre-révolution et que Lénine, c'est le capitalisme d'État. Mais il a très très bien compris que le communisme est un mouvement. Le communisme est un mouvement. Et Marx, par rapport aux socialistes utopiques, Marx dans la Première Internationale, Marx en préfiguration radicale de toute la dégénérescence social-démocrate, en préfiguration de toute l'imposture léniniste, bolchevique, trotskiste, maoïste, bref, toute la merde capitaliste d'État du XXe siècle, parce que bon, aujourd'hui, l'histoire a balayé toutes les merdouilleries du capitalisme d'État soi-disant socialiste. C'est fini. La Chine se prosterne devant la bourse, Castro va pleurnicher dans les babouches de Donald Trump. C'est fini. L'idée du capitalisme d'État socialiste, elle est morte. Donc on se retrouve dans la réalité des grands débats. Qu'est-ce que le communisme? Qu'est-ce que le capitalisme? Et donc aujourd'hui, la question, elle est riche, elle est puissante, parce que le XXe siècle, qui a été le siècle du faux communisme, du faux socialisme, de la vérité capitalisme, est mort. Nous avons cette chance de parler à l'orée de l'année 2020. Mais quand il y a 30, 40 ou 50 ans, des camarades qui étaient dans la perspective où nous sommes se parlaient, il y avait des milliers de gens, des millions de gens qui regardaient Moscou, qui regardaient Pékin, qui regardaient Tirana et qui, dans la névrose, l'enfermement, le mensonge, la dissimulation, la construction aliénatoire, pensaient qu'en Albanie, en Russie, en Chine, au Vietnam ou ailleurs, on construisait une épopée vers le communisme. Aujourd'hui, à part quelques crétins abrutis complètement schizophréniques, plus personne ne peut penser que ces expériences de rénovation, de modernisation capitaliste avaient ne serait-ce qu'un millimètre de relation logique avec le projet communiste de la Première Internationale, des communards, de Karl Marx, de Rosa Luxembourg, de Gorter, de Pankow ou de Bordiga. Donc, la question qui est posée, c'est celle de ce qu'est le communisme. Donc, qu'est-ce que le communisme? Ça nous oblige à poser la question, qu'est-ce que le capitalisme? Qu'est-ce que le communisme?
Et poser la question, qu'est-ce que le capitalisme, qu'est-ce que le communisme, ça nous oblige à poser la question, quelle est la dynamique dialectique qui conduit de l'un à l'autre? Et dans quelles conditions historiques particulières ce communisme peut surgir, puisque ça fait des siècles que des hommes se battent pour lui et que des hommes meurent pour lui, mais qu'il ne peut pas surgir. Et donc, ça nous oblige à retrouver la phrase de Bordiga, la phrase de Marx, toute la problématique de la Première Internationale, toute la problématique des manuscrits de 1944, des Grundrisse et du Capital. Qu'est-ce que le communisme? Le communisme est le mode de production. Le communisme est le mode de production de la communauté humaine émancipée. Donc, le communisme est un mode de production. C'est le mode de production de la communauté humaine émancipée qui abolit l'État, qui abolit l'argent. Mais ça, c'est le premier pôle dialectique d'une triade de détermination historique. Il y en a un autre, c'est que c'est en même temps le mouvement qui est incarcéré, c'est le mouvement qui est incarcéré dans le cheminement du capital et qui peu à peu, malgré cette incarcération, trouve le cheminement historique de force, de puissance, de conscience, de volupté et de détermination qui permet d'invalider le cadre dans lequel il est encastré. Donc, le communisme est bien le mode de production de la communauté humaine émancipée, ce que Marx appelle la Gemeinwesen, la commune, mais le communisme comme mode de production de la communauté humaine émancipée à titre universel n'est pas un objet, c'est un rapport social, c'est un résultat. Et il est le résultat, le mode de production, est le résultat de la dynamique historique du déterminisme du mouvement social. Donc, le communisme, c'est la clé de l'histoire. Le communisme est bien le plan de vie de l'humanité du début à la fin de la totalité historique. Je renvoie souvent des correspondants à un préhistorien qui s'appelle André Leroi-Gourhan. Et ce qui est très intéressant, c'est que Leroi-Gourhan, à partir de ses travaux, de ses fouilles, quelque part, de son archéologie sur le terrain, nous restitue toute une série d'articulations logiques qui renvoient à ce que Engels et Marx ont positionné, en tant que Engels et Marx ne les ont pas positionnés comme savoir constructif, mais bien comme mouvement réel. Le communisme tel qu'il est posé dans la Première Internationale, nous explique que le communisme existe depuis l'origine de l'histoire humaine jusqu'à la fin de l'origine de l'histoire humaine. La fin de l'origine de l'histoire humaine, c'est sa destination définitive quand ce communisme s'accomplit enfin à titre universel. Puisqu'il y a eu un communisme premier, ce que montre Leroi-Gourhan, et ce communisme premier, il est localisé. Il n'est donc pas universel, il est donc limité, il est donc restreint. Mais quel est le premier point de départ pour comprendre ce qu'est le communisme? C'est que le communisme est la biologie historique de notre devenir dialectique. Notre biologie est communiste et notre devenir historique qui fait le déploiement biologique de notre réalité humaine, c'est le communisme. C'est pour ça que j'ai repris volontairement le titre de Leroi-Gourhan, l'homme, le geste, la parole, et on rajoute avec l'idéologie allemande l'outil. L'homme, c'est quoi? L'homme, c'est le geste, c'est la parole et c'est l'outil. Le geste, la parole et l'outil. Les animaux ont un geste. L'homme a un geste spécifique qui, dans une production dialectique, va à un moment donné produire la parole. Et ce geste humain qui produit la parole va produire l'outil. Mais dans une immanence communiste, les chasseurs-cueilleurs ne sont pas des individus isolés. Les chasseurs-cueilleurs, dans la réalité historique première,
c'est l'anti-Rousseau. L'homme nature de Rousseau est un homme individuel qui ignore la communauté. Pour Rousseau, la rencontre à l'autre doit nécessairement être une construction. Ce que nous ont appris Marx, Engels, les travaux de Morgan et tous les travaux critiques sur le terrain, de Leroy-Gourhan à Marshall Salins, à tous ceux qui ont travaillé la matière première préhistorique sans œillères, c'est que l'homme premier, dans le surgissement des bipèdes supérieurs, est communiste. Il n'y a pas un contrat social qui décide du geste. Il n'y a pas un contrat social qui décide de la parole. Il n'y a pas un contrat social qui décide de l'outil. Il n'y a donc pas des agencements interactifs entre des individualités séparées qui viendraient créer une unité supérieure par le biais d'un cheminement décisionnel artificiel. La langue, le geste, la parole est une immanence. Et c'est parce que l'homme est dans une communauté communiste qu'il produit toutes ces sensations. Et on le sait très bien, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans Lettres contre l'avoir ou dans les commentaires. Nous savons très très bien qu'un enfant qui est sorti du champ communier premier, on a particulièrement ciblé la problématique des enfants abandonnés, des enfants loups, que les humains récupéraient après qu'ils aient vécu plusieurs années tout seuls avec des animaux dans la solitude. On découvrait des enfants qui avaient 6, 8 ou 10 ans et qui étaient dans l'incapacité d'accéder au langage, aux gestes d'intentionnalité et à la compréhension de l'outil. Parce que tout le développement de l'intelligence humaine est un développement communiste interactif de sensations, d'émotions, de volupté, de joie, de rencontres, de caresses, de conscience. Et bon, tout le monde connaît le bouquin de Lucien Malson et le film de Truffaut sur l'enfant de l'Aveyron ou l'enfant de l'Ardèche. Vous pouvez développer toute l'énergie que vous voulez sur un enfant que vous récupérez à 8 ans dans la forêt et qui, pendant ces 8 années, a été brisé de communauté, d'émotions, de rencontres, il n'accédera plus jamais au langage. Il n'accédera plus jamais à l'intelligence intentionnelle. Et il ne pourra plus jamais intégrer le développement émotionnel de la conscience historique. Donc, qu'est-ce que le communisme? C'est l'état premier de notre objectivité biologique et historique, parce que l'homme seul ne produit rien. Et dans les premiers groupes de chasseurs-cueilleurs, qui sont des groupes d'immanence communautaire, tout le développement ultérieur est contenu donc non pas dans l'additionnalité des individualités, puisque le tout est supérieur à la somme des parties, mais à cette fondation du commun biologique, du commun historique, du commun de la rencontre. Donc, qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? C'est un sujet historique de communauté obligatoire. Et tout le développement de l'humanité pendant des siècles s'est fait dans cette communion première de sensations, d'émotions, de gestes, de paroles et d'outils. L'homme tout seul ne produit rien. C'est la communauté des hommes qui produit la communauté de reproduction et de production des hommes, mais qui produit chaque singularité. Donc la singularité humaine n'existe que parce qu'elle est communiste. Et dans toute l'histoire première, Leroy-Gourhan, Engels, Morgan, Marshall Salins, Pierre Clastres, tout ce que vous voulez, tous les travaux envisageables, nous apprenons que nous ne sommes des singularités que parce que nous sommes des projections biologiques et historiques communistes, et que s'il n'y avait pas cette entité communiste première dans la dialectique des sédimentations primordiales, nous n'aurions ni le geste de l'intentionnalité, ni la parole de logique qui produit le logos, ni l'outil de la production et de la reproduction. Donc, qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? C'est une entité communiste qui, sur le geste, la parole et l'outil, produit une intentionnalité historique qui résulte du fait que le collectif n'est pas un bricolage ultérieur,
mais une fondation première de la communion initiale. Vous êtes revenu rapidement sur la distinction entre le mouvement réel, qui est le devenir des luttes de classe, et le projet historique. Alors, Marx revient là-dessus souvent par rapport justement dans le manifeste, quand il dit justement toute l'histoire, ça a été l'histoire de la lutte des classes. Et quelque part, on arrive à bon, c'est 1847, quelque part on pourrait dire que c'est la première incarnation du mouvement historique. Alors, je voudrais avoir plus de détails sur la distinction qu'il y a entre le mouvement réel invariant qui est présent déjà à l'époque antique ou pendant les jacqueries paysannes au Moyen-Âge. Donc, on a déjà une volonté justement avec le tocsin de retrouver un royaume sans argent, mais qui est encore dans une instinctivité. Et on arrive à un saut qualitatif à partir de 1847, où le projet communiste en tant que tel apparaît sur la scène de l'histoire. Alors, si le mouvement communiste est un mouvement invariable à travers l'histoire, quel est le saut qualitatif qu'on arrive à atteindre à partir de 1847 jusqu'à justement l'effectivité réelle du communisme comme mode de production? Alors là, vous allez vite parce que je démarrais doucement, on était dans le Périgord préhistorique en phase paléolithique première et vous basculez en 1847 à Paris avec les chevaux et les premiers autobus. Donc, il faut que je cours parce que d'un seul coup, on a fait un bond gigantesque. Mais si vous voulez, il y a eu les classes, et on arrive à 1847 que parce qu'il y a eu la césure, la disjonction, la coupure et l'éclatement de la communauté première. C'est-à-dire que le communisme a été pendant des millénaires, notre entité quotidienne. On découvrait dans les années 1930, 1950, 1960, en Amazonie ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des tribus qui étaient à un niveau de déliquescence paléolithique, qui donc connaissaient déjà des clivages, mais cela nous permettait de bien comprendre qu'effectivement, on avait été pendant des millénaires et des millénaires en Dordogne, dans les Asturies, en Illyrie, dans des situations similaires. C'est-à-dire que pendant des millénaires et des millénaires et des millénaires, le communisme a été la totalité des latitudes, la totalité des longitudes. Et ce qui a fait péter le fait communiste et qui a produit le clivage, qui a produit le scindé, c'est cette fameuse révolution néolithique sur laquelle Engels et Marx n'ont pas cessé de travailler pour montrer que le passage de la communauté à la société était dû à cette révolution agraire. Et j'en profite, puisqu'on parle de communauté et de société, pour bien positionner l'alternative radicale. L'alternative radicale, c'est communisme ou civilisation. C'est communauté ou société. Le communisme est une communauté, ça n'est pas une société. Il n'y a pas de clivage. Il n'y a pas de kiwis, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'ourps, il n'y a pas de politesse. Le grand clivage radical qui nous illumine dans la conscience, dans le devenir et dans le comprendre, c'est cette opposition radicale entre le communisme, une communauté sans État, sans argent, sans domestication, et la civilisation qui est la société, l'appropriation, le divisé, la propriété, l'État, l'argent, la monnaie, la domestication. Donc, il y a deux champs historiques. Il y a le communisme et il y a la civilisation. Et on y reviendra tout à l'heure. C'est pour ça que le communisme est le refus radical de toute la pourriture civilisationnelle à travers sa culture de servilité, à travers l'État, à travers la domestication, à travers la démocratie, à travers tout ce qui fait le progressisme de la marchandise. Mais donc, pendant des millénaires, on a vécu dans ces communautés-là. Alors, ce n'est pas Karl Marx et Friedrich Engels qui inventent ça. Ils le saisissent d'une manière radicale, mais aujourd'hui, même les travaux d'archéologie les plus débiles, du crétinisme universitaire le plus débile, sont obligés de reconnaître
des clivages, des lignes frontières, des démarquages. Il y a le paléolithique et il y a le néolithique. Et il se passe quelque chose d'essentiel entre le paléolithique et le néolithique, quelque chose d'essentiel qui fait qu'on passe des chasseurs-cueilleurs à des populations agrariennes, on passe à des êtres ensemble, à des communaux sans pouvoir, à des communaux sans division, à des communaux sans guerre. La guerre, bon, aujourd'hui, vous avez des préhistoriens qui travaillent et qui découvrent que la guerre est un phénomène néolithique. Ce que tous les groupes communistes des années 1830, 1840, 1850 avaient positionné, la guerre n'est pas un facteur humain. La soif de pouvoir n'est pas un facteur humain. C'est la guerre, la volonté de pouvoir, la volonté de domination, ça résulte d'un espace social qui rend possible et nécessaire ces cheminements-là. Il n'y a pas de guerre au paléolithique, il y a des affrontements momentanés entre un groupe et un autre groupe, mais il n'y a pas de guerre. La guerre surgit comme phénomène de masse au néolithique, dans le développement de la valeur d'échange, dans le développement des grandes appropriations agrariennes, dans le développement des stocks, dans le développement des villes, dans le développement des échanges commerciaux, dans le développement de l'écriture comptable qui comptabilise l'aliénation, des écritures religieuses et littéraires qui narrent le compte des fondations aliénatoires de l'administration nécessaire des hommes. Bon, il y a donc une rupture radicale. Et alors, cette rupture radicale, elle nous pose deux questions. Pourquoi? Puisque les hommes vivaient dans le communisme, à un moment donné, ce communisme a été aboli. Donc, on a la réponse dans tout le travail phénoménologique produit par Marx en poursuite de Hegel, idéologie allemande, origine de l'État, etc. C'est-à-dire que le communisme premier fut un communisme local. Il ne fut pas un communisme universel. Les communautés de Papouasie-Nouvelle-Guinée ignoraient totalement l'existence des communautés indiennes de l'Arizona. Les communautés algonquines ignoraient totalement l'existence des communautés celtiques ou germaniques. Chaque communauté était isolée dans un isolat historique qui n'était d'ailleurs pas historique puisqu'il n'était pas dans l'intentionnalité de l'universalité de l'espace-temps mondial. Donc, quand les phénomènes de dissociation, de distanciation, de cassure, de fracture ont surgi dans le croissant fertile de la révolution agraire autour du Tigre, autour de l'Euphrate, autour du Nil, plus loin autour du Gange ou autour de l'Indus, ce sont des communautés locales qui se sont déstructurées dans une conscience locale. Et on ne peut comprendre le devenir de la dislocation, y remédier et le dépasser que si la conscience dépasse ce qui disloque. Et on ne peut avoir une conscience qui dépasse ce qui disloque que si une conscience dépasse le local. Et pour qu'une conscience dépasse le local, il faut qu'elle soit anti-locale. Il faut qu'elle soit universelle. Et c'est tout le développement de l'histoire aliénatoire de la marchandise qui n'a pu produire une conscience universelle qu'à partir du 19e siècle, dans le fracas des temporalités sociales de la modernité du capital, qui à partir de Hegel et à partir de Marx nous a donné une conscience universelle contre le cosmopolitisme de la marchandise. Mais les pauvres Iroquois, les pauvres Germains, les pauvres Gaulois, les pauvres populations du Gange ou de l'Indus étaient dans l'incapacité d'avoir un rapport social de compréhension sur cette dislocation, puisque cette dislocation était enfermée dans les territoires étroits du surgissement de la dislocation. Donc c'était sans issue. Donc le communisme premier était condamné à disparaître, puisque la révolution néolithique qui faisait éclater les communautés locales était en même temps dans l'incapacité de permettre à ces groupes d'avoir une conscience historique autre que celle du on rentre dans le grand fracas de cette dislocation et on passe d'un statut de chasseur-cueilleur à un statut d'agrarien-stockeur. Donc, la communauté n'est pas morte, la communauté communiste n'est pas morte par hasard, elle est morte par nécessité. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est qu'au moment où elle disparaît, elle ne cesse d'exister puisque notre aspiration au communisme est biologique. Je veux dire que
la grande spécificité biologico-historique de l'homme, c'est sa relation à l'autre, le besoin de l'autre, manuscrit de 44. Besoin de l'autre dans une dimension de fraternité élargie, besoin de l'autre dans une relation d'amour spécifique à un autre. Ce qui me fonde en tant qu'être humain, c'est mon aspiration à la communauté. Mon aspiration à la communauté n'est pas quelque chose qui vient après mon essence, c'est mon essence. Je existe parce que je n'existe que dans la rencontre affective, émotionnelle, historique, pratique, fraternelle, de tout ce qui fait que dans le champ interactif de la communion se crée l'être. Chacun de nous n'existe parce qu'il est rencontre communiste à l'autre. Et donc, au moment où les communautés sont brisées par la révolution néolithique, en même temps, le besoin générique de les retrouver se fait. Ce qui veut dire qu'au moment où les communautés sont brisées, surgit une aspiration à constamment les retrouver. Donc, depuis que la communauté première a été brisée par la dislocation néolithique, les hommes n'ont pas cessé, sous des formes diverses, à travers des formulations religieuses, des formulations mythologiques, des formulations artistiques, des formulations sociales de lutte de classe, de vouloir retrouver ce qui leur avait été ravi. Donc, le communisme est notre naissance historique première, dans la dialectique primordiale de notre essence biologique, dans le devenir spatio-temporel de la véritable histoire des hommes, et c'est tellement fort que depuis qu'on en est séparés, on n'arrête pas de vouloir y retourner. Et toute l'histoire depuis le néolithique, on y reviendra après, on arrivera à ce 1847, toute l'histoire de l'humanité depuis qu'on lui a pris le communisme dans le despotisme de la valeur d'échange, c'est de vouloir y retourner. Oui, alors je vais vous refaire faire peut-être un saut et revenir sur la question du langage, si vous voulez bien. D'accord. Parce que vous nous dites que le communisme, donc, c'est à la fois le mode de production et le mouvement qui est enfermé dans le capital. Vous nous avez dit tout à l'heure, personne ne peut penser aujourd'hui que le communisme, c'est Mao, Staline, etc. Or, si, justement, tout le monde pense que c'est Mao, Staline, etc. Parce que le langage a été totalement déstructuré par le capital. Alors bon, je ne vais pas revenir sur la genèse du langage comme spontanéité inconsciente communautaire, mais la société, elle a détruit ce langage et elle en fait... alors, elle le détruit au sens strict. J'avais vu il y a quelques années une étude, je crois, sur le vocabulaire ouvrier, qui disait qu'au 19e siècle, un ouvrier moyen avait quelque chose comme 5000 mots pour son usage quotidien, qu'il utilisait toujours. Et alors qu'un ouvrier, alors je ne sais plus si c'était au 20e ou au 21e, mais peu importe, n'en avait plus que 500, c'est-à-dire 10 fois moins. Et alors, le capital détruit le langage, mais il en invente d'autres. Il invente des mots. Alors, vous avez parlé souvent du féminicide, du complotisme et ce genre de choses. Mais bon, bref, toujours est-il, et même le mot communisme. Le mot communisme dit justement l'inverse de ce qu'il est. Donc, est-ce que le communisme, c'est pas, évidemment, c'est la lutte des classes, mais ça devient, par la force des choses également, une lutte contre soi-même pour retrouver l'authenticité de la langue, du savoir, etc. Il y a la lutte collective, évidemment, mais il y a cette lutte individuelle pour retrouver le langage. Alors, je pensais qu'on allait passer progressivement au Moyen-Âge et qu'on allait arriver en 1847. Là, on est déjà avec Mao, mais ce n'est pas grave, on va tout retrouver. Ce que vous dites est important, mais alors, ça nous bascule dans le XXe siècle et aux grandes mystifications et aux grandes impostures capitalistes. Alors, on va passer rapidement le cycle historique pour arriver à votre question sur la modernité de l'imposture linguistique et de la construction aliénatoire de ce qu'est le faux communisme. On reviendra à toute l'épopée humaine du temps féodal, du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, comment le monde de la réalité humaine n'a pas cessé de se battre pour retrouver la communauté humaine. Mais alors, c'est vrai qu'il y a l'imposture du langage, mais je rappelle que l'imposture du langage, elle est beaucoup moins forte aujourd'hui. Moi, quand dans les années 70-80,
je me battais en distribuant un tract où j'expliquais que la Chine, c'était du capitalisme d'État, que la Russie, c'était du capitalisme d'État, que les pays de l'Est, alors que le mur de Berlin n'était pas tombé, c'était du capitalisme d'État, et que toutes les luttes de libération nationale soutenues par le capitalisme d'État oriental, c'était des mystifications antiprolétariennes, il y avait une audience linguistique de l'imposture qui était 1000 fois plus forte qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, elle subsiste, mais elle est beaucoup moins forte. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que au sortir de toutes ces luttes paysannes et de toutes ces luttes ouvrières qui n'ont pas cessé au Moyen-Âge, à la Fronde, dans toute la construction de l'État, de la monarchie absolue, qui est donc adossée sur la puissance financière de la bourgeoisie. Les paysans n'ont pas cessé, de Normandie à l'Aquitaine, des Asturies à la Roumanie, de la Krajina serbe à la Rhénanie, de la Rhénanie à la Westphalie, à constamment s'insurger avec cette gigantesque guerre des paysans qui, dans l'articulation dialectique de la guerre de 30 ans, fait que toute l'Europe centrale est à feu et à sang, avec des communautés paysannes qui veulent refaire production des communaux sans argent et sans État. Donc tout ça n'a pas cessé. Et on aboutit avec la révolution capitaliste de 1789 à la grande imposture de la République marchande du capital. Et on a 1848, on a 1871, et on a toute cette formalisation de la social-démocratie. La social-démocratie, c'est la gauche du capital qui canalise le prolétariat dans la gestion modernisée du salariat et de la marchandise. On a Rosa Luxembourg qui est en train de comprendre la mystification social-démocrate et qui, dans le cadre des luttes de classe radicales, dit « à bas l'État, à bas le salariat ». On a Bernstein, on a Kautsky sous des formes diverses qui construisent le grand enfermement, et on a Lénine, le grand disciple de Kautsky, qui donne une forme radicalisée à l'imposture social-démocrate et qui lui donne effectivement sa forme la plus accomplie de mystification, qui est le bolchevisme. Et tout ça, c'est le camp du salariat qui se restructure. Ce que Marx, dans le cadre des luttes de classe radicales communistes, qui reprend toute cette problématique historique, qui est l'immanence de l'histoire, nous a appris, c'est que le projet communiste abolit l'État, abolit l'argent, abolit le salariat. Et il se crée, entre la social-démocratie et le bolchevisme, une gigantesque mystification qui d'abord est locale, puis qui devient mondiale, parce qu'elle est un outil stratégique pour le capital dans sa novation moderniste de la domination réelle qui surgit au XXe siècle, pour enfermer le prolétariat dans un mythe capitaliste qui serait présenté comme anticapitaliste. Donc, le communisme, c'est bien l'abolition du salariat, de l'État et de l'argent dans cette longue histoire qui fait que la communauté des hommes produit pour la communauté des hommes et non pas pour une valeur d'échange, pour une aliénation, pour une extériorisation d'exploitation ou de domestication. Et grâce justement à la faillite des révolutions du début du siècle, parce que ces révolutions ont lieu en un moment où le capital est encore en puissance de développement et non pas en puissance d'invalidation, se crée le grand mythe bolchéviste qui reprend la social-démocratie pour la radicaliser avec des parfums de casernes extrémistes. Et le camp du capital a là quelque chose de merveilleux pour enrégimenter le prolétariat. Le capital se structure dans la modernité du XXe siècle sur deux tendances, le capitalisme privé, le capitalisme d'État, qui s'oppose formellement à la périphérie de lignes frontières financières, territoriales ou bancaires, mais qui s'intègre merveilleusement bien dans des implications réciproques. C'est la grande banque judéo-protestante américaine Hammer qui finance le léninisme une fois que le léninisme a pris le pouvoir, ravitaillé par la banque allemande dans tous les conflits interimpérialistes. Donc, le bolchevisme, le capitalisme d'État soviétique, qui va intervenir en Espagne pour écraser la lutte de classe radicale des prolétaires insurgés, c'est une osmose
entre la banque occidentale et le parti militariste bolchevique qui aura détruit la commune de Kronstadt. Donc, quand vous dites qu'aujourd'hui, il y a encore un confusionnisme idéologique et linguistique, certes, mais il n'a rien à voir avec ce que nos ancêtres des groupes radicaux des années 30, des années 40 ou 50, imaginez-vous un prolétaire dans les années 30 qui se retrouve dans le groupe Bilan ou qui se retrouve dans le groupe Union communiste et qui se retrouve boulevard Saint-Michel à distribuer un tract dans les années 30. Moscou, c'est du capitalisme d'État. Vous imaginez l'abîme entre la radicalité de ce texte et la population ouvrière qui circule, puisqu'à l'époque, il y avait encore un prolétariat parisien, donc il n'y avait pas que des bobos qui circulaient boulevard Saint-Michel ou à la Bastille. Il y avait beaucoup de prolétaires. Mais distribuer aux prolétaires des années 30 un tract qui leur dit « Moscou, c'est le capitalisme mondial. Staline, c'est l'allié des banquiers. Et d'ailleurs, la banque, Staline, Roosevelt vont tous vous envoyer au charnier de la Seconde Guerre mondiale pour résoudre la crise du capital et détruire votre subversion prolétarienne. » Ce truc-là, mais les gens se faisaient lyncher quand ils distribuaient ça. Aujourd'hui, il y a encore des confusions linguistiques, il y a encore des impostures langagières. Mais si vous distribuez un tract en disant les pays de l'Est n'ont jamais été communistes, socialistes, ça a toujours été du capitalisme d'État, il y a peut-être des gens qui ne vont pas comprendre. Mais l'ardeur, l'inflammation idéologique, le délire qui existait a disparu. Donc il y a encore le confusionnisme, mais quand aujourd'hui on dit que les trotskistes étaient des clowns, que les staliniens étaient des flics, que tous ces gens-là étaient des pourris policiers qui matraquaient et qui écrasaient la lutte de classe prolétarienne. Quelque part, ça a un sens parce que tout le monde peut aller bosser pour comprendre comment Trotsky, Lénine, Staline ont massacré constamment le prolétariat révolutionnaire. Mais à l'époque, c'était impossible. Donc, il y a encore des complexités parce que les gens, dans leur inculture, dans l'aliénation et dans l'idéologie, croient que les pays de l'Est ont pu être du communisme. Mais c'est beaucoup plus facile d'expliquer aujourd'hui que c'était de l'imposture qu'il y a 40 ans. On peut peut-être donc continuer sur le mouvement réel du communisme à travers l'histoire. Donc, je voulais revenir éventuellement sur ce que Marx dit dans plusieurs textes sur ce qu'est le communisme, puisqu'on a parlé de l'opposition entre communisme et capitalisme. Mais par exemple, Marx dit que le communisme est omniprésent même dans le capitalisme. C'est-à-dire que dans la question juive, il dit que l'État, il crée un être générique en fait. Alors bon, je ne sais pas si vous voulez corriger ça, Francis, parce que vous parlez d'être générique, mais de la communauté émancipée. Et Marx dit que dans l'État, enfin dans la nation, l'être générique qui existe, c'est l'être générique aliéné en fait. Et au final, dans l'idéologie allemande, il va plus loin. Il prend par exemple des exemples sur l'art, sur la production en général, et il montre que toutes les œuvres que les hommes consomment, que ce soit de l'art, que ce soit... il prend l'exemple de Mozart, je crois. Il prend l'exemple de la chapelle Sixtine aussi, où il montre que c'est pas du tout la production d'un seul homme, mais que c'est toujours une œuvre collective. Et donc, au final, est-ce qu'on pourrait poser la question de l'opposition qu'il y a entre communisme et capitalisme? C'est-à-dire que le communisme, c'est ce qu'il y a de plus vrai, de plus réel, de plus ontologique, qui est la vérité de l'être, mais que le capitalisme, en fait, il est juste là pour contrôler cette réalité-là et la vampiriser pour continuer de vivre. Mais ce qui fait la réalité profonde du mouvement de l'histoire, c'est que c'est toujours le communisme, même quand le capitalisme est présent. Alors, ce que vous dites est important, mais je vais le relier à ce que je disais tout à l'heure sur communisme ou civilisation, sur communauté ou société. Dans une société, les hommes sont séparés d'eux-mêmes. Ils sont clivés.
et on essaye de produire une destination collective qui est plaquée sur leur ontologie. C'est toute la différence entre Proudhon et Marx dans la Première Internationale. Mais c'est la même différence avec Cabet, Considérant, les phalanstères, Bakounine, les anarchistes, Lassalle, la social-démocratie. C'est-à-dire que le communisme n'est pas une vision sociale qui vient se mettre sur la vie des hommes. Ce n'est pas une extériorité qui vient coiffer la nécessité interactive et plurielle de la relation collective. Le communisme est une immanence et la communauté, elle est le résultat de cette immanence par laquelle les hommes en communauté, en communion, créent une destination communière à la satisfaction communiste de leur réalité ontologique globale. Donc, le communisme ne se réalise pas par décret. Le communisme ne se réalise pas par éducation, par pédagogie. Il faut bien comprendre que le communisme, Marx, Engels, les groupes radicaux subversifs, tous les groupes ouvriers maximalistes sont dans un cadre, dans une projection, dans une signification, dans une définition qui est celle de l'immanence et de l'automouvement. La communauté, c'est ce que nous vibrons en nous-mêmes, en chacun d'entre nous, vers tous les autres. Et je jouis, je suis conscience, je m'épanouis, je suis satisfaction, je me fertilise, je me solidifie, je grandis, parce que je suis dans la relation à l'autre, parce que je suis dans la relation aux autres. Et c'est tout ça, c'est cette relation-là qu'avaient les chasseurs-cueilleurs qui fait jouissance, qui fait anti-aliénation, qui rompu au néolithique, ne cesse de se chercher, ne cesse de se retrouver. Et c'est cette relation-là qui fait qu'au Moyen-Âge, dans tout le temps médiéval, quand il y a des insurrections autour du tocsin de l'Église insurrectionnelle, contre le fisc, contre la bourgeoisie, contre l'Église officielle, contre toutes les domestications, qu'est-ce que disent les gens? Les gens disent la communauté de l'émancipation. Ils n'ont pas un catéchisme de construction idéologique. Alors on voudrait ça, on voudrait ça, on voudrait ça. On veut retrouver l'immanence de la communauté. La communauté, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de s'expliquer dans un catéchisme politique, économique, de revendication, de sollicitation, de pleurnicherie ou de projet. Elle est l'immanence. Et elle est l'immanence parce qu'elle est la communauté. Et la communauté est notre être générique. Je ne suis rien seul. Je suis, dans mes gestes, dans ma parole, dans mes désirs, dans mes émotions, le produit communautaire d'une histoire communautaire. Et la révolution néolithique qui a brisé cela produit la grande désespérance aliénatoire de l'humanité qui ne cesse de vouloir se retrouver. Et du néolithique jusqu'à la révolution capitaliste de 1789, j'ai constamment des insurrections paysannes qui veulent retrouver la communauté de la communion. Il n'y a pas besoin d'un théoricien qui se balade de village en village avec une valise et qui leur vend des petits fascicules. Vous savez, il faudrait vous battre contre l'État, il faudrait vous battre contre l'argent, il faudrait vous battre pour retrouver les biens communs. Il n'y a pas besoin de substrat extérieur pour dynamiser le groupe. Le groupe est ancré dans son histoire, dans les foyers de l'être, dans la demeure de terre de l'histoire profonde. Donc, à partir du moment où on positionne ça, il y a effectivement deux êtres génériques. Il y a l'être générique vrai et il y a l'être générique factice. Parce qu'au bout de l'être générique, il y a le désir. Et il y a le vrai désir et il y a le faux désir. Et on aboutit à partir de là, à partir de la révolution de 1789, révolution capitaliste par essence, parce qu'il faut toujours se rappeler que il n'y a de révolution capitaliste que si préalablement il y a une révolution agricole qui tue les communaux. De la révolution néolithique à 1789,
les communaux ont subsisté territorialement comme géométrie de l'espace, tout en étant de plus en plus dissous, érodés et déstructurés. Et 1789, la grande révolution capitaliste agraire qui conduit à 1848 à 1871, c'est la fin de la paysannerie communautaire. Quand j'assiste à une subversion paysanne en 1300, ou même encore au moment de la Fronde, j'ai des communaux paysans qui défendent une communauté générique paysanne. Suite à la révolution capitaliste de 1789 et à tout le mouvement d'appropriation privée de la terre, quand j'arrive en 1848 et que je regarde le paysage, les communaux ont disparu, je n'ai plus que des appropriations privatives de la terre. Donc toute cette révolution-là, elle a tué l'être générique des communaux premiers. Mais les communaux premiers, ils ont conservé ce substrat générique, ce substrat biologique dans la communauté ouvrière. 1848, 1871, la sidérurgie, les mines, ça recrée une communauté de combat qui reprend cet être générique sous une nouvelle forme. Donc, il y a deux êtres génériques. Il y a l'être générique vrai, qui est effectivement un être générique de la communauté émancipée, de la communauté de la jouissance de l'être. Mais cette communauté émancipée de la jouissance de l'être, dès lors qu'elle est domestiquée, aliénée et soumise, elle est reconvertie en son contraire, c'est-à-dire en la foule abrutie du désir de la quantité et du désir de l'avoir. C'est parce qu'il y a un être générique qui veut jouir en l'être, qu'il y a un être générique brisé qui est dans l'angoisse, qui peut sombrer dans la jouissance de l'avoir. Et donc, quelque part, il y a effectivement constamment une interaction dialectique entre le communisme et le capitalisme. C'est parce qu'il y a un désir de vraie jouissance en l'être qui est brisé que le capital asservit ce désir de jouissance en l'être pour l'enfermer dans les grands camps de concentration de la jouissance de l'avoir. Donc, il y a un lien entre l'être et l'avoir, la communauté, la société, le communisme, le capitalisme. Le capitalisme vit constamment du communisme qu'il retourne, qu'il aliène, qu'il emprisonne. Et aujourd'hui, dans les grèves que l'on peut rencontrer, même les plus ridicules et les plus réformistes, le capital joue de ça. Parce que même la grève la plus réformiste et la plus débile, elle produit un réchauffé de rencontres entre les hommes dans la revendication qui permet au capital d'user de cette conduction de rencontres entre les hommes pour écraser la satisfaction vers l'être et la reconvertir en satisfaction complètement plombée vers l'avoir. Oui, juste pour revenir sur ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est important, le fait que même dans le capital, toute production humaine est une production sociale. Parce que, je ne sais pas moi, un ingénieur de chez Peugeot, par exemple, il ne réinvente pas le moteur à combustion à chaque fois qu'il veut inventer une nouvelle voiture. Toute production est sociale. Est sociale et d'une certaine façon communiste, mais c'est masqué par les agencements du capital qui en plus ralenti le développement du savoir avec des agencements juridiques comme des brevets ou des choses comme ça. Et ça, c'est très important parce que les gens, on parlait du langage tout à l'heure, quand ils ne pensent pas que le communisme, c'est la mort, ils pensent que c'est une utopie, alors qu'il est déjà là, masqué, contraint, mais tout est déjà là. Il y a juste à se réapproprier ça, en fait. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez précédemment sur les serfs et justement le développement des classes. Je crois que Marx revient souvent sur les différentes définitions qu'il a du communisme. Il dit bien, c'est pas ce qu'un prolétariat pense ou veut à un moment donné. C'est même pas le but que pourrait avoir le prolétariat, que le prolétariat se définit comme but. Il est l'automouvement de l'autoproduire du prolétariat dans sa lutte spontanée. Mais alors ça, c'est assez essentiel. Alors, il dit bien, c'est en adéquation avec son être, le communisme est ce que le prolétariat est contraint de faire. Alors déjà, là-dedans, on peut en parler juste à ces phrases pendant des heures, mais je voudrais juste revenir là-dessus pour voir à quel point c'est le prolétariat en tant que sujet historique
qui réalise, qui incarne et qui fait que le communisme apparaît sur la scène de l'histoire à un moment donné, et que quand bien même il y a des classes dépossédées à travers l'histoire, quand bien même il y a les serfs fugitifs qui se font pourchasser dans des vrais théâtres terroristes dans lesquels va naître le capitalisme anglais, dans la guerre contre les paysans, etc., il n'y a que le prolétariat en tant que sujet historique qui incarne le projet communiste. Donc, comment est-ce qu'on pourrait définir le prolétariat dans sa négation par rapport à son aspiration biologique au communisme? Et comment, justement, en négatif de cette définition, on peut concevoir quel est le mode de production capitaliste, quelle est sa spécificité, et pourquoi, quelque part, il est, alors, on va un peu vite, mais pourquoi il ne peut pas avoir un autre mode de production qui serait marchand après le capitalisme? Alors, la phrase que vous citez est importante, elle est positionnée dans la Sainte Famille. Dans la Sainte Famille, Marx dit, Marx et Engels disent, et ce n'est pas eux qui le disent, parce qu'il faut toujours que nos auditeurs se souviennent bien que chaque fois que Marx et Engels parlent, et ils sont les premiers à le dire, ils disent « ce que nous disons ne sort pas de notre tête, nous sommes simplement les expressions théoriques qui essayent d'être les plus justes en fonction d'un mouvement réel qui nous fait dire ce que nous disons. » C'est-à-dire que moi, Charles Marx, j'ai rien à dire. Moi, Friedrich Engels, j'ai rien à dire. Ce que je dis, ce que j'écris, ce que je précise, c'est parce qu'à un moment donné, dans la grande conflagration des années 1848, il se précise toute une série de réalités matérielles qui, pendant des siècles, ont été obscures et qui, grâce à la révolution capitaliste de 1789, qui est le point sublime de l'aliénation universelle, qui permet de comprendre toutes les aliénations passées et de comprendre toutes les aliénations qui arrivent, tout devient lisible du point de vue de l'universel. Et la phrase de Marx, c'est « ce qui compte, ce n'est pas ce qu'un prolétaire s'imagine, ce n'est pas ce qu'un individu s'imagine, ce n'est même pas ce qu'un groupe de prolétaires ou même l'ensemble des prolétaires pourrait s'imaginer qui compte. C'est ce que le prolétariat, en tant que rapport social objectif, sera contraint de faire à un moment donné. On a la dialectique du déterminisme, on a la compréhension de l'histoire et on a la longue durée radicale de ce qu'est la communauté ontologique, biologico-historique de l'aspiration à la conscience humaine. Depuis que le néolithique s'est emparé du monde, les hommes n'ont pas cessé de vouloir retrouver la communauté. Mais toutes les luttes furent des défaites. Toute l'histoire du temps médiéval, de Brest jusqu'à Vladivostok, toute l'histoire du temps féodal, toute l'histoire du temps baroque, toute l'histoire du temps classique n'est faite que d'insurrections avec des hommes qui veulent retrouver le communaux, qui veulent retrouver la communion, qui veulent retrouver l'espace communier, mais qui, malgré le nombre de fourches, malgré le nombre de faux, malgré l'ardeur, malgré la violence de classe, sont condamnés à mourir. Et à chaque fois, ça se termine par un bain de sang, et la dialectique du capital, qui résulte de l'autonomisation de la valeur d'échange, ne cesse de se fortifier, de se fortifier, de se fortifier. Et si vous prenez l'histoire de toutes les luttes sociales d'avant 1789, c'est des bains de sang paysans qui se terminent toujours dans l'isolat et dans la mort. Parce que les paysans de Dordogne ne montent jamais jusqu'au Pas-de-Calais. Et même dans la grande insurrection des dialectiques de la guerre de 30 ans, avec l'insurrection communeuse des anabaptistes, on a un vaste territoire de l'Allemagne centrale, mais ça frôle le Danemark, ça frôle la Lorraine, mais ça ne descend pas sur la Bretagne. La compréhension d'une conscience universelle n'est pas possible. Et le temps de l'aliénation universelle, dans ces contradictions qui vont produire la valeur d'échange, le capital et les conditions de mort du capital ne sont pas possibles. Donc, du néolithique jusqu'à aujourd'hui, toutes les luttes paysannes se sont soldées par des écrasements militaires qui ont fait que l'État a gagné. Parce qu'on était dans le temps du montée de la valeur d'échange. Et puis, ça continue après, quand le prolétariat communeux disparaît et que quelque part le flambeau d'un incendie social est transmuté et transmis au prolétariat industriel. 1832, opéra sanglant. 1848, massacre.
1871, massacre. La commune spartakiste de Berlin, 1919, massacre. La commune de Kronstadt, massacre. La révolution de 1905, la révolution de 1917, extermination par les bolcheviks de la révolution. Et donc toute l'histoire du prolétariat paysan et toute l'histoire du prolétariat ouvrier, depuis la révolution néolithique jusqu'à aujourd'hui, n'est qu'une longue série de défaites, parce que tous ces hommes, quand ils cassent l'enfermement revendicatif dans lesquels la gauche du capital et les syndicats les enferment, et qu'ils aspirent à une communauté qui pourrait aller au-delà, ils butent sur le fait qu'ils sont dans un temps historique où le capital peut se restructurer encore plus loin. Tant que le capital peut se restructurer encore plus loin, les grandes dynamiques où l'homme retrouve la soif de la communauté, la volonté de la communauté, l'espérance de la communauté sont condamnées à l'échec. Et on tombe sur ce texte dont vous parliez, qui est dans la Sainte Famille. Il y a un moment où, historiquement, dans l'objectivité matérielle, le communisme cesse d'être une aspiration à trouver la destination humaine qui a été perdue au néolithique, mais qui est une destination qui redevient archi-présente dans le temps des contradictions sociales, parce qu'elle est enfin le temps advenu de quelque chose qui permet de dépasser le capital. Donc, toute l'histoire de l'humanité est une lutte pour retrouver la communauté, mais qui échoue parce que la communauté n'est pas possible tant que la super communauté matérielle aliénatoire du capital qui s'est emparée du monde a encore la puissance de faire fonctionner sa reproduction. Donc, la commune de Paris, juin 48, la commune de Kronstadt, les insurrections barricadières de Barcelone en 1937. Bien évidemment que la gauche est fusilleur du prolétariat, que les gauchistes sont les complices de cette fusillade, que toutes les forces progressistes de la marchandise sont effectivement les pires saloperies capitalistes. Mais ce n'est pas elles qui font qu'il y a échec. C'est parce qu'il y a une objectivité de l'échec qui fait que les flics du capital et la gauche de la marchandise ont encore une capacité de nuisance. Il ne faut pas inverser la procédure de compréhension dialectique du déterminisme. Ce n'est pas la gauche de la marchandise qui, depuis 1848, écrase le prolétariat. Elle n'est que l'appareillage ultime d'une dialectique historique qui fait que la phrase que vous avez posée, lorsqu'il sera contraint, n'est pas encore survenue. À quel moment cette soif de communauté qui fait toute notre histoire depuis des millénaires va enfin pouvoir s'incarner dans un retour vrai à la communauté, qui ne sera pas une communauté locale, mais une communauté universelle, la véritable commune de la Geweihe-Mécène universelle, lorsque l'humanité y sera enfin contraint, parce que le capital sera contraint par son procès de caducité à s'auto-invalider. Et donc, les gens vous disent des fois, mais les gens se sont toujours battus. Bien sûr, c'est un très beau rêve, le communisme. Et oui, c'est un rêve, le communisme. Reprenez tous, lecteurs, la fameuse lettre de Marx à Arnold de Ruge. Le communisme est le vieux rêve de l'humanité qui n'a pas cessé de vouloir retrouver cette communauté biologico-historique qui est l'assise de nos désirs, de nos voluptés, de notre essence. Mais à quel moment ce rêve va pouvoir se réincarner? Ce rêve va pouvoir se réincarner quand la totalité du cycle historique de l'aliénation aura abouti. Du néolithique jusqu'à aujourd'hui, un vaste cycle d'aliénation s'est mis en marche à travers le temps de l'économie antique, à travers le temps féodal, à travers la domination formelle du capital, à travers la domination réelle du capital. Et au bout de tout ce cycle où l'aliénation totalitaire de la Gemeinwesen brisée, de l'être générique confisqué et domestiqué, a terminé son cycle, il y a l'invalidation. Et là, l'homme peut enfin donner à cette soif de communauté sa véritable assise matérielle, parce que la matérialité de ce qui faisait contradiction à cette aspiration à la communauté se brise. Donc, à quel moment la communauté humaine se refonde? Elle se brise quand la société de l'aliénation s'invalide. Communauté, société, communisme, civilisation.
le communisme rejaillit quand la civilisation crève, la communauté peut ressurgir quand la société s'invalide. Donc, sur la question du pourquoi le capital serait le dernier mode de production, pourquoi l'aliénation ne pourrait pas se renouveler? Alors, le capital n'est pas un objet. Le capital est un rapport social. Le capital est le rapport social de l'homme disloqué en la communauté, tel que la révolution néolithique est la forme embryonnaire des métastases premières par lequel l'autonomisation de la valeur d'échange va créer le capital. La révolution néolithique ne crée pas le capital. Les premiers trocs et les premiers échanges entre le Tigre et l'Euphrate, ce n'est pas du capitalisme, c'est une autonomisation agraire de la valeur d'échange qui crée une dépossession et un clivé et un scindé dans la communauté. Et il va falloir des siècles et des siècles pour que cette autonomisation de la valeur d'échange produise autour d'un certain nombre de cités italiennes une révolution commerciale spécifique qui va faire qu'à un moment donné, la marchandise n'est plus simplement quelque chose qui touche les excédents commerciaux d'une autarcie agraire, mais la totalité du champ social qui devient lui-même une totalité marchande d'autoreproduction aliénatoire. Et au bout de tout ça, on a la grande spécificité positive du capital, je le redis toujours, Marx nous dit, et Bordiga insiste là-dessus en disant, Bordiga dit « gloire au capitalisme ». Pourquoi gloire au capitalisme? Parce que le capitalisme est une merde infinie, mais grâce au capitalisme, il y a un avantage. Il y a un avantage sublime, c'est qu'on a créé l'homme universel. Donc, le capital est un cosmopolitisme universel, un mondialisme de dépossession absolument abominable qu'il faut détruire, mais grâce à cette abomination, il a créé un homme universel qui, de Buenos Aires à Helsinki, de Tokyo à Dakar, peut se poser la question d'un monde unitaire, aliénatoire, qui peut donc être enfin brisé dans une conscience universelle radicale. On ne peut pas briser l'aliénation du fétichisme de la marchandise en additionnant des localismes, on doit la briser en produisant un surgissement unitaire totalitaire. Totalitaire au sens où c'est la totalité de l'air. Donc, à partir du moment où la crise totale du capital surgit, ce n'est pas simplement un système qui s'écroule, parce que ce n'est pas un objet qui tombe, c'est un rapport social qui s'invalide. Et c'est le rapport social qui s'invalide en ce sens que le rapport de la domination du capital, c'est le rapport de la communauté des hommes brisé. Donc, à partir du moment où ce rapport qui s'invalide précisément, il s'invalide parce qu'il produit dialectiquement le déterminisme du ressurgissement de la communauté. Et pour une fois dans l'histoire du monde, ce ressurgissement ne peut pas être localiste. Il est d'emblée mondial parce que c'est la crise mondiale de la valeur d'échange. Et comme c'est la crise mondiale de la valeur d'échange qui s'auto-invalide au niveau planétaire, quel que soit l'espace où la coopérative communiste en mouvement se met en situation de lutte, elle est contrainte, et on retrouve la phrase de Charles de la Sainte Famille, l'homme est contraint, le rapport social de la communauté reconstruite est contraint, parce que c'est la communauté qui se reconstruit, d'invalider la collectivité aliénatoire de la valeur d'échange. Et ce qu'on a vu à chaque fois qu'il y a eu des surgissements radicaux que la gauche du capital a brisés, les soviets en 1905, les soviets en 1917, les conseils ouvriers en 1956 en Hongrie, les communautés d'Aragon en 1937 en Espagne, on voit très bien que dès que se met en marche la coopérative de combat dans la lutte de classe, alors que c'est pourtant des luttes qui sont localisées, la problématique première de la radicalité, c'est l'abolition de l'argent, alors qu'on est dans les luttes locales. Donc on imagine très bien, au niveau de la crise universelle de la valeur d'échange, que ce n'est pas un truc moral, idéal, poétique. Ah ben non, on ne va pas reprendre l'argent. Vraiment, l'argent, ça ne nous plaît pas. Ce n'est pas du discursif ou du prédicatif. C'est de l'ontologique
Et c'est de l'ontologique historique parce que à partir du moment où tout redémarre, ça ne redémarre pas en se disant bah, est-ce qu'on reprend l'ancien? L'ancien est mort et il est mort de sa propre caducité. D'ailleurs, si on voulait être taquin, on pourrait dire que si le mouvement réel, si le mouvement réel, c'est justement la lutte de classe, l'essence de l'histoire, c'est de produire le capital. Et l'essence de l'essence, c'est justement c'est la crise du capital. Et le capital, il est réellement lui-même qu'à partir du moment, comme toute chose, au moment précis où il meurt. Et au moment précis où il meurt, il génère nécessairement la crise et la dictature du prolétariat. Donc, quelque part, le capital, c'est la mère ou le père, ça dépend comment on s'imagine, et c'est le parent du communisme, quelque part. Donc, c'est ça qui est. C'est pas juste une simple opposition, c'est vraiment la création spécifique de l'histoire, c'est de générer justement ce prolétariat universel qui n'est pas le cerf fugitif, qui n'est pas le paysan. Parce que dans le développement encore immature de la production, il y a le développement encore immature de la conscience. Et si le communisme est mort, ou en tout cas c'est endormi historiquement à partir du néolithique, parce que précisément il y avait une absence de conscience universelle, puisque l'universalité du communisme n'est pas quelque chose qui est produit en soi, il a fallu cette longue maturation pour que le prolétariat arrive comme produit historique propre du capital, comme conscience qui n'a rien à positiver dans le capital, qui n'a rien à positiver de la marchandise. Il est quelque part la classe la plus absolue et la plus historique, parce que c'est précisément la seule classe qui va produire au-delà de la classe. Donc, et ça, je pense que il faudrait peut-être qu'on revienne justement sur cette définition-là, puisque on a dit que le communisme est mode de production, il est mouvement réel qui amène ce mode de production, il est en même temps le projet historique qui dit la nécessité, le dire, du devenir de ce mode de production. Et ce passage-là entre le projet historique qui apparaît à partir de 1847 avec le manifeste et l'effectivité du mode de production, il y a justement ce long processus de maturation qui fait qu'à un moment donné, ce qui était dans la domination va devoir, au sein même de la domination, produire l'anti-domination. Et vous parlez justement de la lettre à Ruge. Il y a une phrase justement de Marx qui est assez décisive et qui est un peu compliquée à saisir pour comprendre qu'est-ce que le communisme dans son effectivité. C'est dit la révolution communiste et le communisme. Enfin, la révolution communiste, c'est la dernière révolution politique. C'est une révolution politique qui produit en même temps l'antipolitique. Et on revient sur la définition du prolétariat en tant que c'est la seule classe historique qui, parce qu'elle est contrainte de le faire, parce qu'elle ne peut plus réaliser sa personnalité autrement qu'en se niant soi-même, est la seule classe qui nie le principe même des classes. Et c'est aussi ça la spécificité du communisme en tant que mouvement de l'histoire, c'est qu'il produit réellement quelque chose de nouveau, complètement à l'extérieur de lui-même, qui est en même temps le renouveau de notre organicité. Alors, là, je voudrais faire une synthèse entre ce que dit Charles et ce qu'a dit Michel, parce qu'effectivement, il y a deux choses. Chaque mode de production, lorsqu'il entre en crise terminale, s'invalide. Et dans le cadre de cette logique historique de la détermination, il s'avère qu'il est impossible qu'il revienne. Lorsque le mode de production antique s'est définitivement décomposé au moment des invasions germaniques, même si vous avez eu par exemple en Gaule le royaume de Syagrius, qui voulait maintenir une contemporanéité gallo-romaine persistante. C'est pas possible. Donc, quand le mode de production antique tombe historiquement dans sa caducité, il est dépassé et le féodalisme arrive. Et même s'il y a un certain nombre de personnalités qui voudraient faire ressurgir l'Empire romain, il tombe et il a définitivement chuté. Quand au moment de la féodalité la plus crisique, tout le système ancien s'effondre, il s'effondre et il ne peut pas revenir. Et c'est la modernité de la révolution capitaliste de 1789. On ne voit jamais réapparaître un mode de production dont la décadence a produit la phase ultime de son invalidation. Le retour en arrière n'existe jamais. Et introduction de 1857, Capital, nous savons que la valeur d'échange est le moment ultime de toutes les concrétions qui font synthèse de toutes les structurations aliénatoires de la valeur d'échange. Ça veut dire que quand nous allons rentrer dans la crise absolue
définitive du procès de la valeur d'échange, c'est la valeur d'échange qui s'auto-invalide, et même si certaines personnes voudraient la restaurer, elle sera universellement invalidée. Et là, je bascule sur ce que disait Charles, la dictature anti-étatique du prolétariat. Et là, on est dans quelque chose de très puissant, parce que ça nous montre à quel point Marx est subversif et à quel point l'anarchisme est réactionnaire. Le grand débat Marx-Bakounine, c'est que Marx dit à Bakounine, tu te fous du monde, tu prétends vouloir abolir l'État avec tes décrets, avec tes intemporalités déclaratives, mais ça va nulle part, parce que l'État n'est que le résultat d'un processus social et d'un rapport historique. Et on voit que l'anarchisme, chaque fois que dans l'histoire, il a pompeusement produit des décrets, a été le bras armé de la contre-révolution, jusqu'à la ridicule séance d'opéra comique des ministres de la CNT qui ont désarmé le prolétariat à Barcelone. Les anarchistes, on garde la paysannerie, on garde les usines, on garde la société telle qu'elle est. On l'autogère. On garde le monde de l'économie politique, éventuellement avec des bons de travail, mais on autogère la merde du capital. Vive la démocratie directe de la merde du capital. Ce que Marx a compris, c'est que, et il l'a compris en tant qu'il était l'émanation des groupes radicaux les plus radicaux, c'est qu'on n'abolit pas l'État par décret, on l'abolit par la communisation. Et la dictature du prolétariat est un acte politique, mais c'est le dernier acte politique parce qu'il est anti-politique. Contre les forces de répression de la valeur d'échange moribonde qui vont encore vouloir la maintenir, surgit une dictature anti-étatique du prolétariat, non pas pour gérer l'usine ou pour gérer la terre, mais pour abolir l'espace de la valeur d'échange. On abolit les villes, on abolit les campagnes, on abolit la division du travail entre ville et campagne, on abolit la division du travail entre intellectuel et manuel, on abolit toutes les séparations aliénatoires du capital et on abolit par là même la division existentielle de l'autonomisation par la valeur d'échange. Et donc cette dictature anti-étatique du prolétariat qui abolit l'État en réalité, non pas comme les clowns bolchevistes ou comme les clowns bakouninistes, mais dans la réalité d'une grève sauvage radicale, elle rend impossible le retour de la valeur d'échange parce qu'elle rend impossible que ce qui vient d'un socle social puisse revenir dès lors que ce socle social a été détruit. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que la baisse tendancielle du taux de profit, ce n'est pas un phénomène au final économique, quelque part c'est le communisme qui frappe à la porte, c'est la nécessité de passer au naturalisme enfin retrouvé, et c'est autant ontologique que c'est économique, que c'est crisique, que c'est financier, c'est l'effondrement de la réalité sociale parce qu'elle a produit l'anti-réalité sociale telle qu'elle est aujourd'hui. La baisse du taux de profit, elle mesure, si je pars vraiment dans l'apparence de l'apparence la plus surfacière, les taux de rentabilité de l'écroulement boursier et monétaire, mais ça c'est totalement dans la surface première. Du point de vue du conceptus, du point de vue de la radicalité, cette baisse du taux de profit qui dit le taux d'exploitation, elle dit le taux de crise générique, le taux de crise ontologique entre l'humanité et sa dépossession. Et au maximum de cette baisse du taux de profit, quand la procédure d'invalidation du capital surgit, c'est une crise de l'espèce humaine. C'est la crise de l'espèce humaine. Et alors, c'est la crise de l'espèce humaine. Ce n'est pas par hasard que dans les taux de baisse du taux de profit contemporain de la domination réelle, on a la folie de l'euthanasie, on a la folie de la GPA, on a la folie de la PMA. Ce n'est pas des phénomènes disjoints qu'il faudrait qu'on bricole pour les ressouder entre eux. Ils sont la matière unifiée de la crise ontologique de l'humanité dans la crise de la dévalorisation du capital. Donc tout est lié à ce niveau-là. La baisse du taux de profit, c'est effectivement le communisme qui vient dire à un moment donné où la contradiction valorisation-dévalorisation, humanité, anti-humanité est au point le plus ultime de son extériorisation, que le prolétariat va surgir pour que l'humanité se réapproprie sa communauté et pour que le communisme retrouve effectivement sa Gemeinwesen universelle.
D'accord. Alors j'avais une question, mais qui n'est pas vraiment de mon fait, mais j'ai vu que c'était une question qui revenait régulièrement et elle a été postée récemment dans les commentaires suite à la dernière vidéo qu'on avait fait. Et quelque part, vous l'avez dit sans le dire au début de l'entretien, mais c'est vrai que Marx et Engels ont relativement peu écrit sur ce que serait la société communiste dans le futur, puisqu'il n'y avait aucun intérêt à écrire sur les aspects techniques, puisque de toute façon, ils ne les vivraient jamais. Donc, ils savaient très bien que ça ne servait à rien d'écrire là-dessus. Mais des personnes nous demandent régulièrement, bah alors comment on fera, comment c'est possible de vivre sans argent, comment on gérera toutes ces choses-là. Est-ce que c'est rationnel de penser la vie humaine d'une manière où il n'y aurait plus plus de droits juridiques, plus d'instances juridiques, comment ça pourra fonctionner? Et donc, vous avez parlé tout à l'heure du fait que quand un mode de production bascule, tout retour en arrière est impossible. Et on pourra peut-être répondre justement à cette question que posaient les interlocuteurs. C'est que dans les notes sur James Mill, Marx, il montre très bien que, par exemple, justement, les gens qui sont inquiets du communisme qui arrive, ils disent, bah, qu'est-ce qui nous prouve qu'on ne va pas retourner au troc? Parce que alors, la valeur d'échange s'effondre, effectivement, les marchés, plus rien ne circule, et effectivement, les humains se réapproprient les moyens de production. Mais il y en a qui s'inquiètent de voir réapparaître un troc qui conduit à un nouvel argent, etc., etc. Et en fait, dans les notes sur James Mill, Marx, il montre très bien que le troc correspond à un temps donné, mais qu'il n'est justement pas du tout applicable à Enfin, il ne le dit pas avec des mots comme ça, mais quelque part, le troc sera une antithèse au mode de production capitaliste qui s'effondre. Et donc, du coup, le troc en lui-même est un retour impossible. Donc, est-ce qu'on pourrait développer un petit peu pourquoi Marx et Engels n'ont pas écrit sur le futur du communisme, mais qu'ils ont justement très bien anticipé en quoi le retour au troc serait impossible? Alors, le communisme n'est pas une société, c'est une communauté. Et donc, comme c'est une communauté et que ce n'est pas une société, il n'y a pas de division. C'est donc une unité. Le troc n'est pas apparu dans l'histoire de l'humanité parce que l'humanité bricolait. Le troc est apparu dans l'histoire de l'humanité parce qu'une humanité localisée a bricolé le scindé aliénatoire de son histoire. Donc, le troc, c'est la révolution néolithique dans le cadre d'une dialectique de rencontre entre des groupes localisés. Et on explique une procédure par sa naissance et par le rapport social qui l'a fait naître. Donc, le troc est par essence l'antithèse de la communauté universelle. Une communauté universelle ne peut pas se poser le problème du troc, puisque d'emblée, elle se pose le problème de sa production au niveau universel. Et il faut que les personnes qui posent ces questions-là s'équipent. Se poser des questions, c'est bien, mais se poser des questions après avoir lu, c'est mieux. Si on se pose des questions à partir d'une ignorance circulatoire, on peut se poser des questions à l'infini. Il vaut mieux se poser des questions en ayant déjà travaillé un peu le sujet pour éviter de perdre du temps à se poser des questions qui, un, n'ont pas de sens et qui, deux, ont déjà été posées des tas de fois et ont surtout été résolues depuis de nombreuses fois. Le troc, les bons de travail, l'argent ne sont pas des objets. Les hommes ne créent pas des symboles de troc, des symboles d'échange à un moment donné, parce qu'ils ont besoin de mettre en relation des produits. Ils ont besoin de mettre en relation des produits sur un territoire aliéné qui nécessite un étalon d'aliénation. L'argent et le troc, ce n'est pas une commodité
pour faire, entre guillemets, mouvement entre les productions. Ce n'est pas neutre. Le troc n'est pas une commodité pour mettre en mouvement une relation entre des produits. C'est d'emblée une relation aliénée. Il n'y a pas de troc chez les Sioux et les Cheyennes, il n'y a pas de troc chez les Celtes et les Germains archaïques, et à partir du moment où le troc surgit chez les Celtes et les Germains archaïques, ils sont plus Celtes et Germains archaïques, ils sont Celtes ou Germains d'une communauté brisée qui se civilisent et qui rentrent dans la domestication sociétale. Donc le troc n'est pas simplement un acte de mise en relation entre des produits, c'est un acte aliénatoire de mise en relation avec des produits aliénatoires qui sont en autonomisation et qui n'ont plus pour fonction de satisfaire les besoins humains, mais de satisfaire les besoins humains dans une dynamique de solvabilité éclatante, périphérique, dissimulée ou souterraine. Donc, d'abord, il faut lire, et ensuite, une fois qu'on a lu, il faut comprendre. Toute l'histoire du mouvement ouvrier radical et même du mouvement paysan radical, si on prend les communautés d'Ukraine, etc., c'est impulsé dans un mouvement de conscience et d'automouvement qui fait que, sans avoir eu besoin de lire un traité d'anti-économie politique, les gens ont très bien compris que s'ils s'affrontaient à l'argent comme équivalent général abstrait, comme pôle symbolique du travail abstrait de l'aliénation, il ne fallait pas faire un contre-argent. Proudhon, dans son bureau laboratoire du réformisme de l'économie politique, peut fantasmer sur des bons de travail pour créer un argent qui ne serait pas un argent, un troc qui ne serait pas un troc. Ça, c'est Proudhon dans son bureau. Mais le mouvement prolétaire en insurrection, chaque fois que dans l'histoire, et dans l'histoire concrète du mouvement réel de la lutte de classe, il s'est affronté à l'État et au capital, il a très bien compris que les coopératives de production-distribution, elles étaient anti-argent et anti-troc. Donc, la spontanéité collective est une dynamique historique. Le clampin qui vous écrit et qui tout seul, dans sa petite chambre pas bien allumée, a plein d'angoisse parce qu'il a effectivement des maux d'estomac et qu'il ne comprend pas bien l'histoire de sa période, ça ne pourra pas nous donner des vecteurs d'intelligence. Donc, il faut qu'il sorte dehors, il faut qu'il respire, il faut qu'il aille en bibliothèque, qu'il bouquine et qu'il se pénètre des expériences historiques. Je ne résous pas une question historique universelle dans mon petit bureau mal éclairé. Donc, déjà, l'histoire a tranché avec toute une série d'expériences historiques que notre petit bonhomme inquiet ne connaît peut-être pas, mais qu'il doit avoir précipitation à connaître en se mettant à bouquiner sur Hongrie 56, Espagne 37. Il y a plein d'expériences historiques qui expliqueront à nos amis inquiets que l'abolition du troc et l'abolition de l'échange est une nécessité radicale. Maintenant, c'est tellement dans l'immanence que Marx, Engels et les groupes radicaux s'adressent à nos intelligences. Ils ne nous écrivent pas des vade-mecum et des passeports pour le monde futur avec effectivement en plus des codes de la route, tu tourneras à gauche, tu tourneras à droite, tu feras pas ça, tu feras ça. Non, ce sont des ouvrages d'intelligence qui s'adressent à notre intelligence. Donc, si vous prenez l'idéologie allemande qui est un texte fondamental, qui renvoie d'ailleurs à la critique du programme de Gotha qui sera écrit 30 ans plus tard, on a un texte qui nous explique le substrat logique du pourquoi il n'y a pas de troc, le substrat logique pourquoi il n'y a pas d'argent. Bon, à partir de là, on ne va pas écrire un bouquin de 50 pages, de 100 pages, de 300 pages ou de 400 pages pour nous expliquer. Voilà, alors, à Montpellier, il y aura une coopérative de production-distribution. Et puis, dans l'Ariège, à côté de Lavelanet et pas loin de Foix, il y aura une autre coopérative de distribution. Comment feront les gens de Lavelanet pour rentrer en relation avec les gens de Montauban? Et puis, enfin, il faut être sérieux. On est dans la critique radicale. Ce n'est pas l'objet de la critique radicale de faire un manuel quotidianiste sur comment fonctionneront les coopératives pour le vin, les bananes, la charcuterie. Cela va de soi dans l'immanence de la logique du texte. Donc, il faut lire, comprendre l'immanence de la logique du texte, puis ensuite comprendre l'immanence de la logique des luttes qui
en ayant lu le texte ou en ne l'ayant pas lu, l'incarne. Donc, le prolétariat combattant est une structure collectivement en mouvement qui est 1000 fois plus intelligente que les angoisses des uns et des autres additionnées. C'est quelque chose qui dépasse les angoisses individuelles additionnées parce que c'est une lutte de classe radicale qui nous oblige à répondre. Quand le Grand Conseil ouvrier de Budapest se réunit en 1956 et qui se pose la question de la production et de la distribution, ben les gens viennent et voilà, là il y a les campagnes, là il y a les villes, on est en train de construire un processus d'homogénéisation qui va effectivement pulvériser tout ça. Là, il y a des productions, là, il y a des besoins. Comment s'organisent les coopératives? C'est ce qui s'est passé dans toute l'histoire des luttes de classe du prolétariat pour retrouver la communauté. L'intelligence pratique élémentaire est la plus belle des boussoles. Ouais, puis pour preuve, tout ce qui s'est passé, vous en avez parlé à Barcelone, par exemple, et puis vous avez parlé de la critique du programme de Gotha, donc il l'écrit en 1875. Et en 1936, les gens, ils ne l'avaient probablement pas lu du tout. Et effectivement, c'est ce qui s'est réalisé en pratique. Les communautés paysannes d'Aragon, ils n'ont pas eu besoin d'un manuel avec des missionnaires qui sont venus leur expliquer ce qu'il fallait faire. Ils ont regroupé le matériel agricole. Ils ont posé la question des terres. Qu'est-ce qu'on produit là? Comment on le produit? À partir de là, il y a combien de familles qui sont sur ces territoires-là? Puis à partir de là, comment on s'étend? Processus de communisation. Comment on va dire que la pratique de l'extension radicale et la pratique de l'extension géographique vont de pair. La révolution s'étend en contenu radical et elle s'étend en spatialité géographique. Et au fur et à mesure qu'elle intègre de nouveaux espaces, de nouveaux contenus, de nouvelles luttes, elle se dynamise. Il y a des structures de continuité organique, production, distribution, et tout ça se fait dans la logique d'une spontanéité intelligente parce que c'est la vie. La plus grande richesse de coordination, c'est la vie, c'est le désir, c'est la joie, c'est la lutte. Qu'est-ce qui fait que les gens sont intelligents dans la structuration de l'espace où ils vivent, dans le combat de la communisation? Et c'est que c'est leur chair, c'est que c'est leur vie, c'est leurs compagnes, c'est leurs enfants. C'est toute cette dynamisation collective qui fait qu'il y a une joie, une compréhension. On va vers l'abolition de l'argent, on va vers l'abolition de la division du travail entre ville et campagne. Pas parce qu'on répond à des normes, pas parce qu'on répond à des axiomes ou à des algorithmes, mais parce qu'on répond à la Gemeinwesen du désir, à la satisfaction de la communauté. Et le plus beau plan de vie pour l'espèce, pour reprendre la terminologie de Bordiga, c'est que le communisme, c'est notre trip d'émancipation, c'est notre trip de jouissance. Et dans toutes les expériences historiques dont nous avons parlé, Barcelone, Budapest, Kronstadt, les gens vivent ce qu'ils vivent. Et c'est ça la différence entre la Gemeinwesen émancipée et la Gemeinwesen brisée par le capital. Dans le capital, les gens ne vivent pas ce qu'ils vivent. Ils sont astreints à une destination qui n'est pas la vie. Ils vivent contraints. Ils vivent par procuration aliénatoire du fétichisme de la marchandise. Dans le processus de lutte, ils vivent leur vie. Il n'y a pas de procuration. On abolit la médiation et la représentation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans cette grève-là que nous vivons aujourd'hui, il y a un danger pour le pouvoir et les centrales syndicales. C'est qu'il y a deux vies. Il y a la vie par procuration qui est cadenassée par les polices syndicales et gauchistes du capital pour enfermer les gens dans l'abolition de la retraite, pour reprendre le boulot pour une retraite de merde qui serait moins merdique que la première retraite de merde. Mais il y a en même temps la vraie vie qui refuse cette procuration, cette destination carcérale. Il y a donc toujours un conflit entre deux vies, la vraie vie et la fausse vie, la vie marchande et la vie anti-marchande. Et quand le processus révolutionnaire surgit, la force de la vie anti-marchande fait que les prolétaires, d'où qu'ils viennent, qu'ils aient lu ou qu'ils n'aient pas lu, ils savent très bien organiser une coopérative, ils savent très bien organiser des milices de combat, et ils savent très bien, à un moment donné où il y a des parasites chéfistes, hiérarchiques, de la gauche du capital, qui viennent vouloir les commander, leur dire « Ah bah les chefs, ah bah tous ceux qui veulent nous commander, nous sommes l'automouvement, nous sommes l'automouvement. » Ni division du travail, ni parti, ni syndicat, auto-émancipation révolutionnaire du prolétariat, abolition du salariat, abolition de l'argent. Et toute l'histoire nous a montré
qu'à chaque fois, cette puissance, cette volonté d'instaurer le communisme, elle revenait. Et donc, on en revient toujours à cette question décisive. Tant que les conditions de caducité du capitalisme, qui est l'anticommunisme, ne sont pas posées, toutes nos luttes sont condamnées à l'échec. C'est à partir du moment où le capital sera condamné à l'échec par la crise historique de la valorisation que le communisme deviendra possible. Et là, on aura cette opposition radicale que Marx positionne dans les manuscrits de 1944 sur le naturalisme achevé. Le communisme est le naturalisme achevé. Je suis un homme de nature. Je suis dans ma jouissance, dans mon plaisir, dans ma production naturelle d'être de nature. Et le communisme n'est que ma relation d'universalité à cette naturalité. Et le communisme est le naturalisme achevé. Et qu'est-ce que le capitalisme? C'est l'anticommunisme. C'est donc l'antinaturalisme achevé. Et c'est au moment où la crise de l'antinaturalisme achevé va s'achever que le naturalisme achevé va pouvoir enfin surgir. Et donc, c'est l'amour, c'est ce que dit Marx dans les manuscrits de 44. L'amour, c'est la communauté du sentiment, en fait. Donc, l'amour, c'est extrêmement important parce que, on retombe sur les présocratiques, mais n'oublions jamais que la thèse de Marx, c'est Démocrite et Épicure. N'oublions jamais la correspondance Marx-Engels avec ces deux phares, Aristote et Héraclite. Et derrière toute cette position-là, quelque part, il y a Empédocle et Parménide avec Eros et Thanatos. Le capital est Thanatos, le communisme est Eros. Et le communisme, c'est cette relation de fraternité humaine, la philia, où on rencontre les autres humains dans une relation d'amour fraternitaire. D'une relation d'amour fraternitaire. Et dans le même temps où on rencontre tous les autres humains dans une relation d'amour fraternitaire, on a effectivement le coup de foudre d'Eros pour un être radicalement différent des autres parce qu'il nous donne notre essentialité. Marx n'a pas eu 50 génies. Marx a eu une génie. Le rapport amoureux est en quelque sorte la quintessence d'Eros du rapport de l'amour fraternitaire. C'est parce que je suis un être d'amour dans la Gemeinwesen, que je suis un être émancipé dans le communisme, que j'ai une relation fertile dans la communion des hommes. Et parce que j'ai une relation fertile dans la communion des hommes et que je suis dans une filia où tout est riche dans la relation entre les hommes dans le communisme, parce que c'est une relation d'être qui a aboli la relation d'avoir, et il y a une relation supérieure, c'est la relation de l'autre. La relation de l'autre, l'homme ou la femme d'amour pour chacun d'entre nous, parce que là, on a le cœur de notre destination d'essentialité. Et là, on retombe sur quelque chose d'essentiel qui est déjà positionné dans le manifeste contre le libre-échangisme sexuel et thanatique du capital, contre la partouzerie marchande lamentable de toutes les épaves circulatoires. Restauration du concept de l'amour générique. Le libre-échangisme sexuel, c'est le capital. Quand Marx, dans le manifeste, dit « mais les capitalistes se foutent de la gueule du monde. Les capitalistes nous disent les communistes veulent détruire la famille. » Mais de qui se moque-t-on? C'est le capital qui a détruit la famille. C'est le capital qui prostitue les enfants. C'est le capital qui prostitue les femmes. C'est le capital qui prostitue à l'infini dans l'adultère et dans le libre-échangisme de la prostitution universelle. Seul le communisme restaurera l'amour vrai. D'ailleurs, c'est la même étymologie, prostitution et vente en grec. C'est porné et pernéri, pernémi, je ne sais plus. C'est vendre, échanger, mettre, quelque part, c'est mettre sur le marché. D'ailleurs, le salariat est une prostitution universelle. Et le mariage. Et le mariage. Un contrat de mariage. Quelque part, on pourrait dire que le prolétariat, c'est… Alors, on était revenu là-dessus, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur prolétariat classe en soi, prolétariat classe pour soi. Mais justement, cette dégueulasserie marchande, c'est justement le prolétariat lui-même, et c'est pour ça qu'il est grand où il n'est rien, il est révolutionnaire où il n'est rien. Et c'est ça qui fait que le communisme apparaît sur la scène de l'histoire à un moment donné. C'est que… alors, il y avait un tract dans les 70, je crois que, je sais pas, vous connaissez peut-être Francis qui s'appelle « À bas le prolétariat, vive le communisme ».
C'est l'essence même de la révolution, c'est de se débarrasser de cette saloperie qui nous colle, qui est notre nature prolétarienne. Nous sommes des marchandises, nous sommes des substrats, des accessoires de la plus-value. Le monde aujourd'hui est un immense tas de plus-value qui se saisit des hommes pour sa reproduction. Et le propre du communisme, c'est de se débarrasser de ça pour justement réaliser notre propre communauté. Donc, pour faire synthèse, finalement, vous avez dit tous les trois la même chose à un moment donné sur le communisme et l'anticommunisme. La gauche du capital et le gauchisme de la marchandise sont les pires ennemis du prolétariat, parce qu'ils ont été, et ça c'est ce que nous apprend toute l'histoire des groupes maximalistes, ils ont été les centres actifs du laboratoire de modernisation le plus extrême du capital. Toute la merde sociétale contemporaine, à laquelle même la droite du capital se range, a été travaillée pendant des décennies et des décennies par la gauche et par l'extrême gauche du capital. Et quelle est la constante de la gauche et de l'extrême gauche du capital? C'est d'éterniser le prolétariat. La gauche et l'extrême gauche du capital sont les marchands de la force de travail prolétarienne. Ils veulent l'améliorer, ils veulent la moderniser, ils veulent la rajeunir, ils veulent la repeinturer, mais ils veulent la pérenniser. En quoi y a-t-il une opposition radicale entre les groupes communistes, la gauche du capital, les gauchistes de la marchandise? C'est que les groupes communistes radicaux, c'est-à-dire les groupes du communisme vrai, n'ont pas pour mot d'ordre « vive le prolétariat pour toujours », mais « à bas le prolétariat, vive l'auto-abolition du prolétariat ». L'humanité ne peut retrouver sa communauté brisée depuis le néolithique dans la localisation aliénatoire des trocs et des échanges néolithiques qui ont produit toute l'horreur de l'histoire aliénatoire jusqu'à Wall Street aujourd'hui, que par l'acte d'auto-abolition révolutionnaire du prolétariat. Donc nous sommes communistes parce que nous voulons l'émancipation de la communauté humaine universelle, et il ne peut y avoir de communauté universelle dans un monde sans État et sans argent que parce que nous abolissons la prostitution universelle de la marchandise en toutes ses formes, donc le prolétariat. C'est pour ça que la dictature du prolétariat est une dictature anti-étatique du prolétariat et anti-prolétarienne. Le prolétariat, par la dictature anti-étatique du prolétariat, s'auto-abolit. Et le grand travail méthodologique de Marx dans la critique du programme de Gotha et dans toute la problématique de la phase de transition, c'est de bien nous faire insistance sur le fait que la période de transition est un au-delà du capital. Il y a une période de transition parce qu'entre la merde du capital et l'abondance communiste, où on a effectivement aboli les villes et les campagnes, on a détruit toutes les merdes du capital, les centrales nucléaires, les villes, la défense, bref, toute cette merde industrielle de verre et de béton. Il y a bien une phase de transition entre le moment où on s'insurge et le moment où on l'a détruit. Ça mettra même pour certains espaces peut-être des générations. On ne bousillera pas Beaubourg et la Défense en 5 minutes. Donc il y aura une temporalité de réorganisation. Mais la question essentielle qui est posée dans la critique du programme de Gotha et qui est déjà posée en 1846 dans l'idéologie allemande, il y a une invariance radicale chez Marx entre les textes de jeunesse et entre guillemets les textes de vieillesse. Il n'y a que les manipulateurs lénino, trotskistes et staliniens pour essayer effectivement d'organiser des sessions temporalistes différenciées. Mais de 1844, manuscrit de 44 à la critique du programme de Gotha, à bas l'État, à bas l'argent, à bas les bons de travail, à bas les bons de travail horaires. Il n'y aura pas une monnaie différente qui ne s'appellerait pas monnaie, mais qui serait quand même une monnaie. Donc, il y a cette constance-là. Donc, la phase de transition, contrairement aux impostures gauchistes qui ont enfermé le prolétariat des pays de l'Est dans des décennies de torture salariale et étatique, avec des flics étatiques de gauche, avec des massacres, avec des goulags, avec des grèves d'extermination en extermination, il y a une phase de transition, mais une phase de transition qui ne conserve pas les catégories du capital. Donc, la phase de transition qui nous conduit du capitalisme au communisme abolit déjà les catégories du capital. Il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'échange, il n'y a pas de troc, il n'y a pas de bons horaires. Il y a simplement des coopératives de production qui mettent en marche le grand nettoyage pour qu'on nettoie la planète et l'humanité de toute la pourriture du capital.
et qu'on retrouve une naturalité adéquate à la Gemeinwesen. Donc, il y a une phase de transition, mais elle est le contraire absolu de tout ce que le gauchisme de la marchandise nous a raconté pour pérenniser le capital. Mais Marx, il parle quand même des bons dans la critique du programme de Gotha et il dit qu'il y a des bons qui sont effectivement pas horaires. C'est des bons de travail, c'est-à-dire que dans la période… Alors là c'est le grand foutoir de tous les gauchismes qui confondent les bons horaires et les bons de travail. Marx fait une critique radicale des bons horaires en montrant que les bons horaires proudhoniens, qui sont repris d'ailleurs par toutes les sectes léninistes et trotskistes, c'est une monnaie d'échange. Et c'est donc une monnaie qui revalorise l'autonomisation de la valeur d'échange et qui crée du capital. Les bons de travail qui sont positionnés dans la phase de transition, c'est les bons de travail dans la période de… Si vous voulez, il y a une période de communisme inférieur et il y a une période de communisme supérieur. Le communisme supérieur, c'est le communisme totalement réalisé. Le communisme inférieur, c'est la période de lutte de classe, de lutte sociale, où on se prend sur la tronche tous les déchets du capital pour les éliminer. Et donc, c'est une période d'extension des luttes. Mais ça a été très, très bien expertisé dans la révolution de 1937 en Espagne. C'est quoi les bons de travail? À partir du moment où il y a une lutte de classe et qu'il y a des zones révolutionnaires et qu'il y a des zones qui ne sont pas révolutionnaires, comment les coopératives de production-distribution distribuent en fonction des besoins humains? Elles distribuent en fonction des bons de participation des gens qui font partie de la communauté de combat. Si un flic clandestinement vient dans la coopérative et nous dit je voudrais de la nourriture, non, tu n'es pas dans la communauté de combat, donc tu n'as pas de nourriture. Mais ce n'est pas des bons horaires en fonction de à chacun selon son travail, c'est des bons de participation à chacun selon son besoin. Et Marx montre bien, en pulvérisant l'idée proudhonienne de à chacun selon son travail, que les bons d'appartenance doivent prendre en compte la participation, c'est-à-dire que celui qui a 4 enfants, il a plus que celui qui a un enfant. Et ce n'est pas en fonction de la quantité de travail produite, c'est en fonction du besoin générique de la personne, en fonction du groupe et de la famille. Donc, bon de travail, dans la période où on abolit le travail tel que c'est positionné par les groupes communistes, c'est l'antithèse radicale des bons horaires proudhoniens. J'ai régulièrement des gens qui me posent cette question-là, mais ils n'ont pas lu. Si on lit Philosophie de la misère, misère de la philosophie et critique du programme de Gotha, c'est clair. Si on ne lit pas et qu'on papote, c'est confus. D'accord. Est-ce que vous vouliez intervenir, Michel ou Charles, éventuellement? Je pense qu'on a fait le tour, non? Après. Francis, il y a autre chose dont vous vouliez parler? Je reprendrai ce que vous disiez au début, c'est-à-dire que moi je me rappelle que dans les années 70-80, quand on se heurtait donc à des groupes importants, staliniens classiques, trotskistes classiques, alors les staliniens nous disaient que c'était du socialisme, les clowns trotskistes parlaient d'État ouvrier dégénéré. Le grand concept trotskiste, c'était État ouvrier dégénéré. C'est-à-dire qu'il y avait du socialisme, mais ce n'était pas du socialisme. Donc, c'était un État ouvrier qui avait dégénéré parce qu'il y avait une bureaucratie qui dirigeait, mais qui n'était pas une classe capitaliste. Bon, enfin, le serpent de mer de la vacuité mentale la plus totale. Mais ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que c'est ce que nous disions, c'est que c'est la contre-révolution qui découle de la Première Guerre mondiale qui va permettre ce grand mensonge. En Allemagne, dans les années 1920, vous avez un KAPD radical, antisalarial, anti-étatique, qui a peut-être 10 fois plus d'adhérents que le KPD léniniste. Il y a 2 mouvements communistes. Il y a un mouvement communiste léniniste inféodé à Moscou et il y a un mouvement communiste radical qui est totalement aux antipodes du léninisme. En France, tout le monde vous parle du Parti communiste avec entre guillemets, évidemment, il faut toujours employer des guillemets quand on parle des staliniens ou des trotskistes parce qu'ils sont anticommunistes. Donc, quand le parti anticommuniste français se crée au congrès de Tours, il prend le nom de PCF. Il est totalement inféodé au bolchevisme
pré-stalinien. Mais dans les années 1910, vous avez eu un mouvement communiste qui n'était pas léniniste. En France, quand il y a eu les soviets, il y a un parti communiste de France qui s'est créé, qui n'avait rien à voir avec le léninisme. Donc, il y a des bouleversements, il y a des bouillonnements, il y a des émulsions, et ça part dans tous les sens. Parce qu'il y a justement cette grande crise de la guerre de 14-18, avec effectivement ce qui se passe après en Allemagne, ce qui se passe après en Russie, et le grand mensonge du capitalisme d'État, il survient de la contre-révolution en Russie. C'est-à-dire que quand le parti bolchevique, dans un putsch militaro-policier capitaliste d'État, écrase les soviets et prend le pouvoir, c'est là que se crée la grande messe idéologique du socialisme des pays de l'Est. Et la Russie, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas le Liechtenstein. Alors bien évidemment, toute la banque américaine va soutenir le bolchevisme et financer les grands travaux du capitalisme d'État soviétique. Mais d'un seul coup, la mythologie des pays de l'Est, elle s'éclaire parce qu'un vaste espace géographique de reproduction mythologique se met en marche. Et puis après 1945, après la grande mythologie de la Seconde Guerre mondiale, fascisme, antifascisme, le bloc de l'Est, l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, et puis après la Chine. Donc, il faut bien voir que pour tous ces gens qui ne pensent pas, tout à l'heure, Guillaume nous parlait de gens qui s'inquiètent. La plupart du temps, les gens qui s'inquiètent sont des gens qui ne lisent pas, ou qui lisent peu, ou qui creusent peu. Après 1945, et puis après 1949, la Russie, la Chine, les luttes du tiers-monde, il y a toute une mythologie qui va embrigader le prolétariat dans cette mythologie-là. Et c'est pour ça que ça a été si difficile pour les groupes radicaux des années 30, 40, 50, 60, 70 d'expliquer que ce qu'on appelait du communisme, c'était l'anticommunisme. Que ce qu'on appelait le communisme, c'était du capitalisme d'État. Donc il y a tout un travail intellectuel, historique, méthodologique, dialectique à mettre en marche pour se réapproprier le concept de communisme. Vous avez des tas de gens encore aujourd'hui, même si les mirages géographico-totalitaires de l'Est ont disparu, si vous dites « moi je suis communiste », pour eux, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il n'y a plus la diabolisation ou l'hystérie qu'il y avait en positivité ou en négativité, mais quelque part, si vous dites « je suis communiste », les gens ne vont pas entendre que vous êtes pour l'abolition du salariat, de l'argent et de l'État. Ils vont entendre autre chose. Donc, il y a tout un travail critique à faire pour effectivement rappeler que le communisme n'est pas ce que croient les gens. Que justement, le capital a tellement peur de leurs désirs, le capital a tellement peur de leurs désirs communiers, qu'il a construit en totale complicité avec le bolchevisme, le trotskisme et le stalinisme, ce mirage fallacieux qui a permis de construire un repoussoir gigantesque. Il y avait une complicité active entre les deux zones du capitalisme, le capitalisme privé et le capitalisme d'État, parce que ça construisait un cimetière rêvé pour les luttes de classe et pour les interrogations, où on était fasciné par le stalinisme, le trotskisme, le maoïsme et toutes les merdes capitalistes d'État, et on devenait inoffensif, puisqu'on était incarcéré dans une reproduction capitaliste d'un type donné, ou alors on était dans quelque chose qui ne supportait pas, et donc, puisqu'on ne supportait pas, on devenait aussi, sous une autre forme, l'allié objectif. Donc, le mythe du communisme dans les pays de l'Est, c'était un bonheur infini pour le capital parce que d'une manière comme d'une autre, ça empêchait la vraie alternative communiste de l'abolition du salariat et de l'État. Donc c'est tout ce travail-là qu'il faut faire, c'est toute cette réappropriation théorique, mais une réappropriation théorique qui ne vient pas de nous 4 ou qui ne vient pas de nous 30. Il faut avec humilité se raccrocher à tous les groupes radicaux, pouvoir ouvrier, socialisme ou barbarie, la vieille taupe, la jeune taupe, guerre de classe, commune de Kronstadt, l'Union communiste, bilan. C'est-à-dire qu'on n'est pas, nous, là, en 2019, à restaurer l'authenticité radicale du communisme, parce qu'on est des gens très intelligents qui avons beaucoup lu et qu'on peut annoncer la bonne nouvelle aux gens. Mais non, vous savez, les pays de l'Est, c'était du capitalisme d'État et nous, on vous parle du vrai communisme. On est les héritiers de groupes
qui, décennie après décennie, nous ont transmis ça. C'est même dans la nuit noire la plus obscure du mensonge bolchevique, il y avait des groupes radicaux qui disaient « Attention, mensonge et imposture ». Donc on est dans cette ligne historique. Et avec humilité, on la continue. Mais même dans la nuit noire la plus obscure du mensonge capitaliste d'État goulagien, il y avait à Gennevilliers, à Marseille, des petits groupes ouvriers de 3 à 4 sidérurgistes, métallurgistes, peintres, travailleurs du bâtiment qui savaient et qui faisaient des tracts et qui distribuaient des tracts. Donc c'est notre histoire, c'est notre héritage. Il y a toujours eu des hommes qui, même dans la nuit noire la plus noire, savaient, le disaient, le diffusaient, et c'est grâce à eux qu'on peut faire cette articulation historique pour que dans les luttes de demain, on puisse faire le lien entre le passé, le présent et le futur, et ce qu'est la vraie révolution communiste contre l'argent et contre l'État. J'ai vu hier un tract de Gilets jaunes, ça va être à Grenoble, qui doit s'appeler Trêve de plaisanterie, je crois, qui disait envisager l'abolition du travail. Alors, je connais un groupe à Grenoble avec qui je converse régulièrement, je ne sais pas si c'est eux, mais ce qui est intéressant justement, si vous voulez, c'est que le communisme est une immanence. C'est le désir de notre profondeur. Si j'ai en moi une vraie jouissance, une vraie ardeur, une vraie émotion, une vraie sensation, même si je ne mets pas le mot communisme, je suis dans cette relation de communion à la réalité communière de l'histoire et dans des tas de groupes qui ne savent pas ce qu'a écrit Marx ou qui le savent peu. Le communisme remonte. La vieille taupe revient toujours, et la vieille taupe est la tripe de l'histoire humaine qui, depuis des siècles et des siècles, nous dit « ne renonce jamais, tiens-toi debout, ton émancipation, c'est ton automouvement ». Donc, à Grenoble, ça ne m'étonne pas, on a des contacts dans d'autres régions. Même et c'est là-dessus que je voulais revenir tout à l'heure quand nous parlions de l'amour, le capital peut tout bouffer. Le capital peut tout bouffer, puisque entre la domination formelle au XIIIe siècle, qui voit surgir le capitalisme premier, et aujourd'hui, on voit bien que le capitalisme a tout dévoré. Il a dévoré les espaces, il a dévoré les forêts, il a construit les villes, il a dévoré toutes les latitudes et toutes les longitudes, il a dévoré les corps, il a dévoré les émotions, il a dévoré les sexualités. Le capital est devenu le grand vampire, le grand cannibale, il a tout mangé. Le capital a tout mangé. Mais s'il a tout mangé, comment est-ce possible qu'il soit à un moment donné invalidable? Il n'est pas invalidable dans une dynamique statique, la baisse du taux de profit, oh, le capital coince, pouf, le capital tombe. Oh, les hommes disent, tiens, nous voudrions vivre. Non, c'est une interaction dialectique, c'est un rapport social. On parlait tout à l'heure de la baisse du taux de profit, qui est en même temps la baisse générique du taux de l'exploitation et la mesure de la crise ontologique de l'humanité. Quand il y aura au maximum de la crise du capital en domination réelle achevée, le procès total de caducité du capital, il y aura en même temps le surgissement du vrai désir humain. Parce que le capital a tout digéré, sauf le vrai désir humain. Il peut tout avaler. Il nous écrase dans la quantification, dans le narcissisme, dans la marchandisation, dans le spectacle de la représentation. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas digérer. Un jour, dans la rue, un homme, avec ses yeux, regarde une femme et il sent dans ses yeux briller une lumière d'éternité. Ça, le capital ne peut pas le digérer. Le capital ne peut pas le digérer. Donc l'amour est la mesure révolutionnaire de notre relation aux autres, mais il est en même temps la mesure révolutionnaire de notre capacité, quand il y aura cette crise universelle du capital, de faire surgissement d'émotions d'humanité et de révolution. Le capital a chosifié les relations humaines. Il a créé une sexualité absolument bétonnée dans l'échangisme marchand le plus pourri. Mais même dans cet échangisme-là qui est obligatoire, même dans la pornographie la plus lamentable, même dans la reptation la plus mortuaire, il y a des hommes et des femmes dont les yeux brillent d'un désir et d'une émotion infinie. Il ne peut pas manger ça. Et la crise du capital, c'est le moment où ça peut enfin se réveiller, parce que tout l'enfermement aliénatoire du fétichisme qui empêchait que ça sorte tombe en caducité. Et là, tout peut rejaillir. Donc la crise finale du capital, qui est le surgissement du communisme, c'est le fait qui est à proprement parler merveilleux,
que depuis la révolution néolithique, qui a cassé les communautés, qui a brisé notre désir, qui a encastré notre volupté, la vieille taupe du vrai désir infini depuis le néolithique n'a pas cessé de mode de production en mode de production, de se balader, de résister, de protester, d'apparaître, mais puisqu'elle était écrasée, de se recacher, puis de réapparaître, puis d'être enfin écrasée une nouvelle fois, pour toujours réapparaître. Et au bout, cette vieille taupe souterraine du désir infini de l'homme qui se tient debout, qui veut jouir en vérité et en volupté, ben elle est là. Et au fin fond des tréfonds de la crise terminale du capital, c'est l'homme émancipé de la Gemeinwesen qui aura le dernier mot, qui aura la dernière pulsion de radicalité et la dernière force d'histoire, puisque c'est lui qui surgira et qui dira, tu vois, ben le capital a perdu.